elle est très 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 présente, et on va essayer de s'interroger ce qui se passe aujourd'hui pour que l'animal se soit si puissamment invité dans nos différents débats, réflexions contemporaines. Moi, je voudrais plus précisément revenir sur un concept qui est celui de différence anthropologique. Différence anthropologique, c'est très simple, c'est qu'avant toute définition de ce concept, c'est tout simplement c'est quoi la différence entre un homme, entre un humain et un animal? Est-ce que c'est le langage qui fait la différence? Mais si oui, quel langage? Est-ce que c'est la pensée? Mais la pensée, c'est très vague. Il faut préciser, est-ce que c'est plus précisément la raison? Et encore, faut-il préciser là encore ce que c'est que la raison, raisonner, etc. Est-ce que c'est la technique? Il y a des grands marqueurs comme ça qui permettent de définir ce qu'on appelle la différence anthropologique. Ou plus finement, j'entendais Delphine Orveller il y a à peine 3 jours sur France Culture dire mais non, c'est pas la technique puisque certains animaux ont la technique, c'est pas la pensée puisque certains animaux pensent, on sait pas trop ce que vous voulez dire par là, mais c'est pas le langage parce qu'ils communiquent, c'est le fait de raconter des histoires. Ça, seul l'humain sait le faire. Mais là, on a un critère, un propre de l'homme, plus précis que la technique, la raison, le langage, ce sont des marqueurs très classiques. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait le savoir cumulatif, le fait que chaque acquisition scientifique donne lieu à une acquisition supérieure, ainsi de suite, et qu'on en est là où on en est, c'est-à-dire dans un environnement ultra technologisé, et que on connaît peu d'animaux qui donnent des conférences de philosophie dans un univers ultra protégé, où la température ambiante n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'extérieur, où on est sous une lumière artificielle, etc. Donc, différence anthropologique. Et la première chose à remarquer, c'est que quand on entend ce qui se dit aujourd'hui sur la question, on a vraiment le sentiment que toute l'époque nous dit qu'il n'y a plus de différence anthropologique. Au fond, le propre de l'homme est une vieille notion du passé qu'il faut oublier, et que la différence anthropologique, la différence entre les nous, s'efface. Là, il y a quelque chose qui est vraiment un esprit d'époque, qui moi m'étonne en permanence, parce que j'ai le sentiment à chaque fois qu'on commet, chaque fois qu'on dit ça, quand on dit l'homme est un animal comme les autres, on commet de puissantes contradictions performatives. Donc il y a l'art technique, mais qui au fond est assez simple. Une contradiction performative, c'est quelqu'un qui dirait, le crétois qui dirait tous les crétois sont menteurs, par exemple. Ou moi qui vous dirais, il n'y a pas de vérité. Et si je dis qu'il n'y a pas de vérité, je me contredis, puisque le fait de le dire dit implicitement il est vrai qu'il n'y a pas de vérité. Le crétois qui dit je vous dis en vérité, je vous dis sans mentir, tous les crétois sont menteurs. Le contenu de l'affirmation, tous les crétois sont menteurs, est contredit par le fait de l'affirmation, le fait de dire quelque chose et de croire que c'est vrai. Vous voyez ? Chaque fois qu'un humain s'avance et dit je sais par toute la science éthologique, primatologique, biologique, qui est la nôtre. Je sais par toute cette science très profondément humaine que nous sommes des animaux comme les autres, d'une certaine manière, il se contredit. Il contredit, il convoque une science très spécifiquement humaine, biologie d'évolution, sens darwinien, génétique, c'est là du savant, et même mathématiquement savant, primatologie, éthologie, psychologie animale. Donc il convoque cette science très 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 spécifiquement humaine pour dire au fond des animaux comme les autres. Vous voyez, il se contredit. Il se contredit. Donc qu'est-ce qui nous arrive pour qu'aujourd'hui nous ne cessions de dire, ou nous ne cessions de nous complaire dans l'idée que nous sommes des animaux comme les autres, que le propre de l'homme est une chose ringarde à dépasser, que la différence anthropologique s'efface. C'est une vraie question, moi je me pose en permanence, je me dis qu'est-ce qu'on gagne à dire cela? Par exemple, il y a c'est un mot d'ordre. C'est une phrase qui se lit en permanence dans les articles, en particulier grand public, journalistique, sur la question. C'est une phrase de Darwin. Darwin, en 1871, écrit un livre où il enfonce le clou de l'évolution concernant l'humain. Dans l'origine des espèces, en 1859, il avait posé le principe de l'évolution des espèces, mais en 1971, il dit l'humain aussi, l'homme aussi. L'homme aussi, du certain descend du singe, entre guillemets, les cousins des grands singes. Et il dit en particulier
on peut faire l'hypothèse que la différence entre nos capacités cognitives et celles des animaux n'est qu'une différence de degré. La différence cognitive, la différence de capacité cognitive entre nous, n'est qu'une différence de degré et non pas de nature. Différence de degré. Donc différence gentille, si je puis dire. C'est un continuum entre les deux. Cette phrase, on la retrouve tout le temps, partout. De même qu'on retrouve tout le temps partout l'idée qu'entre les chimpanzés communs, les chimpanzés qui ne sont pas des bonobos, et nous, il n'y a de différence génétique que de 1,6%. On partage 98,4% de notre génome avec les chimpanzés. C'est colossal. Donc ce genre de phrase, on la retrouve partout, en permanence. Alors, il est clair qu'on est en train de tourner une page, qu'on peut qualifier très simplement de page anthropocentrique de notre histoire occidentale. L'anthropocentrisme, cette façon de mettre l'être humain à part du reste du vivant et au-dessus hiérarchiquement. L'anthropocentrisme, c'est à la fois la séparation et la hiérarchie. Il n'est pas le même et il est supérieur. C'est bien évidemment cette page anthropocentrique que nous sommes en train de tourner. On n'en veut plus. Mais il est possible qu'on aille très loin dans ce qu'on pourrait appeler un zoocentrisme. C'est-à-dire, au centre de notre humanité, il y a le zoon, l'animal. Au centre de notre humanité, zoocentrisme, il y a l'animal. C'est-à-dire, nous sommes plus essentiellement animaux que parlants, par exemple, ou politiques, etc. Humains. La parenté avec les animaux, voilà ce qui est essentiel en nous, plutôt que ce qui nous en distingue en apparence et qui au fond est inessentiel. Je pense que nous sommes en train de tourner cette page anthropocentrique, mais au profit d'une page nouvelle qui est très excessive, je pense, parce qu'on peut prendre quelques distances à son égard, qui est une page zoocentrique. Je pense qu'il y a deux raisons fondamentales qui expliquent ce biais d'époque, cette complaisance à dire que nous sommes des animaux comme les autres. La première motivation profonde est une motivation morale. C'est un raisonnement très simple qui consiste à dire, de tout temps, ou pendant des siècles et des siècles, nous nous sommes distingués des animaux, nous nous sommes mis au-dessus et à part des animaux, et ça nous a autorisé la chasse, l'exploitation, etc., la maltraitance. Et donc c'est cette différence forte, cette différence radicale, cette différence métaphysique, cette différence anthropocentrique, qui est coupable. Et donc, abolissons cette différence et tout se passera bien, nous pacifierons nos relations avec les animaux. Jetons des ponts entre nous, montrons qu'ils ont comme nous la technique, ils ont comme nous une morale, ils ont comme nous une politique, etc. Et on se rapprochera, et c'est vrai qu'on est en train de se rapprocher beaucoup des animaux. On comprend beaucoup de choses à leur propos. On comprend beaucoup de performances qui sont les leurs, qu'on ne comprenait pas avant, qu'on ne connaissait pas. Mais on espère par là, en aplanissant la différence, on espère par là davantage de respect. Il y a un mot qui dit assez bien condense assez bien ce raisonnement, c'est le mot discrimination. Discrimination, c'est l'idée d'une différence criminelle. Trop de différence qui autorise le pire. On est différent, donc on peut maltraiter. Et contre la hantise d'une discrimination, on fait valoir une véritable égalité entre l'homme et l'animal. C'est un raisonnement qu'on trouve en particulier dans une école de pensée, je dirais aujourd'hui, dans un mouvement de pensée qui s'appelle l'antispécisme. Vous avez entendu parler, parce que on parle beaucoup en termes dans les journaux, à la radio, etc.
l'antispécisme, refus du spécisme, c'est un mot qui s'invente au début des années 70, 1970 en Angleterre, sur le modèle du racisme. Sur le modèle du racisme, spécisme comme racisme. Ça consiste à dire, comme le racisme, le spécisme consiste à mettre une espèce, en l'occurrence les humaines, au-dessus des autres, et consiste à donner un traitement de faveur donc, à cette espèce, elle est au-dessus des autres, et donc elle demande davantage de respect, davantage de considération. Donc l'antispécisme, comme l'antiracisme, consiste à égaliser les choses, évidemment, il n'y a aucune raison. De même, il n'y a aucune raison de mettre les blancs au-dessus des noirs, de même, il n'y a aucune raison de mettre l'animal humain au-dessus des animaux, parce que l'animal humain est un animal comme les autres, c'est une espèce parmi d'autres espèces, et donc il ne demande pas davantage de respect, égalité de considération morale pour tous. Égalité de considération morale pour tous. Alors, il ne faut pas caricaturer l'antispécisme, quand l'antispécisme consiste pas à dire qu'on va apprendre à compter ou à lire un cochon, c'est pas ça la question, c'est égalité de considération morale. On dit que les animaux soient tous considérés à égalité, au nom en particulier d'un fait majeur, qui est ce qu'on appelle leur sensibilité. Très important, ce qu'on appelle en anglais la sentience, sentience, S-E-N-T-I-E-N-C-E, sentience, ou sentience, qui est en train de se franciser, je prononce même à la française, sentience, et puis la sentience, parce que c'est en train de devenir un mot français, qui est rentré d'ailleurs dans le dictionnaire, je crois, cette année, l'année dernière. Tout part d'une phrase d'un utilitariste anglais britannique de la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle Jeremy Bentham. Bentham, B-E-N-T-H-A-M, Bentham, dit au moment de la Révolution française, c'est une longue citation qui compare, en gros, compare les grandes émancipations humaines à cette émancipation possible qui serait celle des animaux. Et il conclut en disant la question à propos des animaux n'est pas est-ce qu'ils peuvent parler, est-ce qu'ils peuvent penser. La seule question qui compte, c'est souffrent-ils? Peuvent-ils souffrir? Bentham a cette phrase qui est répétée très souvent dans les éthiques animales anglo-saxonnes. La question n'est pas peuvent-ils parler, peuvent-ils penser, mais peuvent-ils souffrir? Ont-ils une sentience? C'est ça le nerf de la guerre. C'est ça qui demande respect. Est-ce qu'un animal souffre lorsqu'on le maltraite? Et si oui, on ne doit plus le maltraiter. C'est très important ce point. C'est très important. Il ne s'agit pas de le nier, c'est le cœur de toutes les grandes éthiques animales. Sauf que ce mouvement qui a l'air très généreux, et qu'il s'agit d'accompagner parce qu'il est en train de transformer notre paysage moral, fait passer en même temps une idée qui peut être, je trouve, un peu fausse concernant humains et animaux. En gros, cette idée fausse qui accompagne un raisonnement généreux, il faut accompagner ce raisonnement, mais peut-être de manière plus précise. Ce raisonnement un peu faux consiste à dire, au fond, nous sommes tous des êtres sentients, nous sommes tous des êtres vivants doués de sensibilité, c'est ça le contraire. Le reste, au fond, ce sont des différences inessentielles. Nous sommes tous, fondamentalement, des êtres sensibles à ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous sommes tous, fondamentalement, des êtres sensibles à ce qui est bon ou mauvais pour nous. Notre condition de vivants concernés par leur propre bien, fuyant ce qui leur nuit, cette condition de vivants auto-centrés, c'est-à-dire concernés par ce qui est bon ou mauvais pour eux, cette condition de vivants auto-centrés, c'est l'essentiel de ce que nous sommes. Voilà ce que dit implicitement l'antispécisme. Il met au centre de notre humanité cette animalité centrée sur soi, centrée sur son propre bien. Il considère que l'humain, c'est d'abord une espèce
humaine parmi d'autres espèces. Bref, le tort, je pense, de l'antispécisme, c'est fondamentalement une biologisation des êtres humains. Biologisation des êtres humains. Comme si c'était évident que nous étions d'abord des animaux et très accessoirement autre chose. Mon point de désaccord avec l'antispécisme, c'est celui-là. Autant le programme pratique, moral, si vous voulez, de plus d'égalité, oui, bien sûr, il faut l'accompagner, il faut aller dans ce sens-là. Il y a tout un programme. Mais ce présupposé théorique qui l'accompagne, c'est-à-dire une forme de biologisation de l'être humain, l'idée que nous sommes d'abord une espèce parmi d'autres, que nous sommes tous des espèces sentientes, et pas grand-chose d'autre, ce présupposé ou cet accompagnement théorique me choque. Je pense qu'il est anthropologiquement faux. Il ne dit pas qu'il n'y a rien de très intéressant sur ce que nous sommes. Ça, c'est la première motivation profonde, je pense, de cet effacement de la différence anthropologique aujourd'hui, c'est une motivation morale. Mais elle nous mène vers une seconde motivation qu'on vient de voir à l'instant, avec cette idée d'une biologisation de l'être humain, que j'appellerais une motivation, alors n'ayez pas peur, une motivation que j'appellerais épistémique. Épistémique, c'est-à-dire ce qui concerne le savoir, la science. Épistémé, après. Il se trouve que je pense que notre rapport aux animaux aujourd'hui est commandé par une certaine organisation très particulière du savoir, et que cette organisation du savoir pourrait être autre. Mais, de même qu'il y a un paysage moral très égalitariste, fuyant comme la peste une forme de discrimination, etc., de même il y a un paysage épistémique très particulier, qu'on pourrait appeler un paysage naturaliste. Le naturalisme, c'est une certaine configuration épistémique, une certaine configuration du savoir qui met au centre les sciences de la nature. Et qui en particulier leur subordonne aux sciences de la nature ce qu'on appelle les sciences humaines. Naturaliste, on pense à dire, toutes les sciences devraient prendre comme modèle les sciences de la nature, y compris les sciences humaines. Nous appartenons à une époque très profondément naturaliste, très viscéralement, très profondément naturaliste. Je prends trois sciences qui aujourd'hui sont centrales dans le débat sur le réel animal, mais vraiment centrales, ces sciences sont partout, au détriment des sciences humaines. La biologie de l'évolution, bien sûr, la biologie de l'évolution. Je vous parlais de Darwin, voilà, on est 150 ans après Darwin. Nous appartenons à un paysage darwinien, dans le sens où toute question biologique se réfère de près ou de loin au fait massif de l'évolution des espèces. Ça appartient à notre science, c'est pas le lier. Il faut maintenant penser depuis Darwin. Voilà, on n'a pas toujours été ce que nous sommes. Nous fûmes les Lémuriens, des petits singes à un moment de notre histoire. C'est comme ça, il y a 7 millions d'années, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est assez vertigineux de se dire ça, c'est ainsi. La biologie d'évolution darwinienne, elle se transforme et elle se donne un moteur très puissant au début du XXe siècle avec ce qu'on appelle la génétique, les fameuses lois de Mendel. Et là, elle devient vraiment ce qu'on appelle une théorie synthétique de l'évolution. Un accident génétique produit un être qui miraculeusement est mieux adapté que les autres. Et ce petit être anormal en fonction des autres devient normatif au sens où il va produire une nouvelle norme, mieux adaptée que les autres. Et c'est lui qui, après quelques générations, ce sera mieux reproduit que les autres et ça produira une espèce nouvelle. Une population de mouches dans un milieu vanté sur une île, tout d'un coup il y a une petite mouche handicapée qui naît sans ses ailes. Toutes les autres se font balayer abondamment et puis elle
tient mieux au sol parce qu'elle n'a pas d'aile, dans ce milieu très vanté, ben, voilà, elle a un succès reproductif qui fait qu'après 3 générations, on a affaire non plus à des mouches, mais à des fourmis en quelque sorte, des êtres mieux adaptés parce qu'ils ne se font pas emporter par le vent. Donc la génétique vient transformer en profondeur la biologie de l'évolution de Darwin et la rendre très opératoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la biologie de l'évolution, elle avance armée du gène, en quelque sorte. Et la génétique est très importante pour nous. On le sait, dans l'image que nous avons nous-mêmes, on sait que les gènes, c'est très important. Il y a de nombreux débats sociétaux aujourd'hui qui consistent à s'interroger sur le poids des gènes, le poids de l'inné, par rapport à l'acquis, etc. C'est très très important aux États-Unis, ils sont obsédés par cette question de l'héritage génétique, parce que souvent ils y voient un héritage théologique. Donc ils pensent beaucoup en termes de gènes, les Américains, et en France un peu moins, mais quand même c'est important. Donc c'est une première chose, c'est la biologie de l'évolution avec les génétiques. Deuxième chose, la primatologie joue un rôle important aussi. Elle est assez récente, ça commence un peu dans la Seconde Guerre mondiale, disons, un peu avant, de certaine manière. Et il est vrai que le singe, les chimpanzés, ce qu'on appelle les grands singes, on distingue en langue anglaise apes, grands singes, et monkeys, singes normaux. Apes, ce qu'on appelle nous les grands singes, c'est gorilles, orang-outans, chimpanzés. Les grands singes, apes, sont très présents dans la manière dont on se représente nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez par exemple Franz de Waal. Franz de Waal est un primatologue américain qui est très influent dans les débats, y compris sur nous-mêmes, parce qu'il rappelle qu'il y a déjà une politique chez les chimpanzés de domination, c'est le mâle alpha, le mâle qui aura été dominant dans la journée, qui aura le droit d'être le veilleur de la meute, quand tout le monde dormira, il veillera, etc. Donc, et il assoit son pouvoir sur des alliances très machiavéliennes, sur une diplomatie, etc. Et donc, par ailleurs, il y a des conflits qui sont désamorcés par des rites de réconciliation, etc. Et donc, Franz de Waal a bien montré qu'il y avait une politique, voire une morale des chimpanzés, et qu'il fallait repenser les politiques et les morales humaines depuis ce fondement naturel. Et puis plus récemment, il est revenu sur une politique plus pacifique qui était celle non pas du conflit, de la réconciliation, de la diplomatie, mais plutôt celle de l'empathie. Donc en gros, il y a les chimpanzés communs qui font la guerre, il y a les bonobos qui font l'amour, qui empathisent, et ils repensent en quelque sorte les politiques et les morales humaines sur ce double fondement, guerre, réconciliation, diplomatie d'un côté, politique machiavélienne, et puis morale de l'empathie, de la sympathie universelle de l'autre. C'est très important, ça naturalise encore la manière dont nous voyons nous-mêmes, comme s'il y avait en nous un singe en quelque sorte, un ancêtre singe qui avait mis en place les fondements de notre morale et de notre politique. Et puis, une troisième science très importante aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les neurosciences. Les neurosciences, c'est donc le cerveau. Là encore, j'ai un rôle considérable, notamment dans les manuels de développement personnel, dans la science du coaching, etc. C'est très important le fait de muscler son cerveau, etc., etc. Tout ça joue un rôle très important, là encore, dans l'image qu'on a de nous-mêmes. Mais le gène, le singe, le cerveau, on a parlé d'idoles contemporaines, mais de manière très naturaliste, comme si l'essentiel de nous-mêmes était vraiment du côté de la nature. Donc, vous voyez, le paysage épistémique est un paysage très naturaliste, comme si l'essentiel de nous-mêmes était de ce côté-là. Et je pense que vous n'êtes pas étonnés, vous ne tombez pas de votre chaise quand je vous dis que les sciences de la nature sont importantes. Il se trouve qu'elles sont très, elles emportent une conviction très forte, on le sait au temps moderne. Il se trouve que les temps modernes nous ont défait de certitudes qui étaient viscérales. Les certitudes de l'expérience courante, on pensait spontanément que la Terre était plate. Qui pourrait penser autre chose que cela? Les sciences de la nature ont réussi à nous apprendre le contraire. Elles ont quand même réussi à nous apprendre une chose complètement folle, c'est que la Terre est ronde. Parce que c'est quand même quelque chose de fou, ça nous pense. Encore des gens d'ailleurs qui résistent à ça. Ils sont des terres platistes, ils n'y arrivent pas. On ne peut pas réussir à comprendre que la Terre est ronde.
Donc là, les sciences de la nature ont ce pouvoir incroyable de ce qu'on appelle suspendre l'incrédulité. Suspension de l'incrédulité, c'est un thème en épistémologie qui est important, de même que les ruptures épistémologiques avec les sciences courantes. Elles ont un pouvoir de rompre épistémologiquement avec les sciences courantes, rupture épistémologique, de même suspension de l'incrédulité. Elles ont réussi, les sciences de la nature, notamment les sciences de l'astrophysique des 16e et 17e siècles, à réussi à nous faire comprendre que la Terre était plate ou que le Soleil ne se couchait pas. Non, le Soleil ne se couche pas, c'est la Terre qui bascule sur son axe, c'est tout. Et donc il faut ne plus croire ce que nous voyons. Je ne peux pas croire que le Soleil se couche. Vous voyez, des choses aussi importantes que cela ont été balayées par les sciences de la nature. Donc quand on nous dit que le cerveau est très très important, beaucoup plus qu'on ne pense, que le gène fait l'essentiel de vie humaine, que les singes tiennent en main notre morale et notre politique, bon, nous on est au spectacle, on dit ah bah oui d'accord, oui, bah oui, de même que la Terre est ronde, bah, on est en train de nous apprendre des choses folles, et on accepte. Sauf qu'on peut, et qu'on devrait ne pas oublier, dans ce très grand pouvoir qu'on donne aux sciences de la nature, on devrait ne pas oublier les sciences humaines. Et souvent, on nous tient un discours qui n'est pas exactement le même, sur le même animal, qui n'est pas exactement le même que celui des sciences de la nature. Et quand on compare un humain et un animal, on devrait avoir en main tout autant les sciences humaines, c'est-à-dire par exemple les sciences du langage, la psycholinguistique de l'apprentissage verbal, la manière dont un enfant apprend à parler, par exemple, la sociologie, les sciences politiques, ça c'est les sciences humaines. Les sciences politiques, elles ne nous disent pas que être un homme politique, c'est vouloir le pouvoir à tout prix, elles ne nous disent pas ça du tout. Elles ne l'ont jamais dit, elles ne sont pas si idiotes. Aucun philosophe de politique dirait ce que veulent fondamentalement les humains, c'est avoir le pouvoir. Non, ils seraient ça. On peut penser que les hommes sont très cyniques, qu'ils veulent le pouvoir, mais ce que dit la philosophie politique depuis le premier jour, c'est qu'un homme politique, s'il veut garder le pouvoir plus d'une heure, doit faire croire en sa légitimité. Il est obligé de faire croire à sa légitimité. Il est obligé de dire que je suis là pour votre bien. Sinon, il ne tient pas plus d'une heure. S'il dit je suis juste là parce que je suis plus fort, il se fait bannir d'emblée. Même un Trump a réussi à faire croire à l'Amérique entière, à une partie de ses électeurs, qu'il était là pour leur bien. Même un Kadhafi, même un Pinochet, etc., les pires tyrans, ils ne cessent de légitimer, comme on dit, leur pouvoir. De légitimer. Donc on n'est pas dans une politique de la pure force. C'est quelque chose de spécifiquement humain que disent les sciences humaines et que dit la philosophie politique. Et que ne dit pas Franz de Waal. Que ne dit pas Franz de Waal. Quand vous lisez le plan de Franz de Waal, il n'est pas question de légitimation d'un pouvoir. Il est question de diplomatie, d'alliance, etc., mais pas de légitimation. Il n'y a pas un discours qui légitime à partir de raison un pouvoir. Et c'est là que les sciences humaines sont importantes. C'est là qu'elles disent autre chose que les sciences de la nature. Argumenter à partir de raison. Argumenter un pouvoir à partir de raison. Je prends un autre exemple, très simple, vous allez voir. Si vous êtes platement naturaliste et que vous vous demandez ce que c'est que l'argent, si vous êtes caricaturalement naturaliste, vous direz un billet de banque c'est quoi? J'ai demandé ce que c'est qu'un billet de banque à un papetier. Il va me donner la composition chimique du billet de banque. Mais c'est pas ça un billet de banque. Un billet de banque c'est une institution. C'est un ensemble de comportements qui obéissent à une règle. C'est une règle d'échange, par ailleurs une confiance dans les autres institutions, etc. Et donc, si on veut savoir ce que c'est qu'un billet de banque, certes on peut demander à sciences de la nature, mais on n'ira pas bien loin. C'est important concernant la composition du papier, mais par ailleurs, il faut demander à un sociologue, à un économiste, ce que c'est qu'une institution monétaire. Et là, c'est autre chose. Là, on va parler, on va décrire des comportements. On va décrire le sens des comportements. Vous voyez? Décrire ce que nous faisons lorsque nous payons. Lorsque nous allons à la Banque de France échanger, comme on faisait à l'époque, un billet de banque contre son équivalent en métal. Parce qu'on a confiance en fait, on peut toujours transformer l'équivalent métal, etc. Il appartient aux sciences humaines de ne pas se contenter d'un discours en troisième personne,
il leur appartient de restituer un discours en première personne, le discours de l'expérience vécue, de décrire ce que nous faisons lorsque nous parlons, ce que nous faisons en première personne lorsque nous payons, ce que nous faisons lorsque nous nous soumettons à un pouvoir. Ça c'est quelque chose qui appartient aux sciences humaines et qui n'appartient pas aux sciences de la nature. Le discours en première personne, le discours de l'expérience vécue. Ce n'est pas tout le discours des sciences humaines, mais c'est une partie incompressible de leur discours. C'est ça qu'il ne faut pas l'oublier lorsqu'on compare l'homme et l'animal. Il ne faut pas oublier de décrire ce que nous faisons en tant qu'être humain lorsque nous parlons, lorsque nous soumettons à un jeu de règles sociales, lorsque nous rentrons dans des institutions, etc. C'est très important. On ne peut pas se contenter du discours des sciences de la nature. Alors, si on décrit notre expérience, qu'est-ce qu'on découvre? J'essaie de décrire une expérience en première personne. Certes, bien sûr, on va découvrir, on va rencontrer quelque chose comme notre condition de vivant. Nous sommes en effet des vivants sensibles à ce qui est bon et mauvais pour nous. Nous n'aimons pas ce qui nous fait du mal, nous recherchons ce qui est bon pour nous, etc. Bien évidemment. Donc on va évidemment rencontrer, comme Rousseau par exemple, la question de l'amour de soi, je ne parle pas d'amour propre, mais l'amour de soi, on va rencontrer quelque chose comme une centration, une autocentration de la vie. Nous sommes, comme tous les vivants, centrés sur nous-mêmes. Sauf qu'on va aussi rencontrer autre chose. Parce que nous sommes des vivants, mais nous sommes aussi des vivants parlants. Et je voudrais juste vous montrer que la parole, le parler humain, produit un très puissant décentrement en direction des autres, en direction du monde, en direction des autres, en direction du monde, ou en direction de ce qu'on peut appeler le monde commun, le monde de tous les autres. Et c'est ici que les sciences de la nature s'arrêtent, si je puis dire. C'est ici qu'il faut écouter ce que disent les sciences humaines sur ce que parler veut dire. Et c'est ici qu'on ne peut pas se contenter d'un récit naturaliste, mais qu'il faut décrire un univers de culture. Vous allez voir comment on va définir la culture. Et cet univers de culture, il faut le décrire en première personne pour bien comprendre ce dont il s'agit. Je voudrais vous donner une définition à vous donner. On essaie de rentrer dans une définition grecque, on pourrait dire, du langage. Logos. Logos. Je peux dire parler, je peux dire parler comme je peux dire penser. Parler, c'est penser, penser, c'est parler. Et d'une certaine manière, sans doute ce qu'avait en tête Descartes, une certaine partie sur la méthode, parce qu'il dit les êtres humains, même sourds-muets, continuent à parler, c'est-à-dire à penser. Alors que même les perroquets et les singes, qui pourtant ont tous les organes de la parole, eux, ne parlent ni ne pensent, donc une espèce d'articulation très profonde du parler et du penser, qu'on peut définir de la manière suivante, à partir de ce que j'appellerais le langage prédicatif. Langage prédicatif. Ne partez pas en courant, et là c'est très simple. Langage prédicatif. Parler, c'est prédiquer. Prédiquer. Prédiquer, c'est-à-dire dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un. Dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un.
dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un. Ou pour le dire de manière formulaire, S est P. S, sujet, et P, prédicat. Cette bouteille, sujet de la prédication, est P, à moitié vide. S est P. Voilà comment on formalise l'idée d'un langage prédicatif, tout simplement. S et P. Sujet, S comme sujet, P comme prédicat. Lorsque je dis cette bouteille est à moitié vide, j'ouvre une conversation. Parce que l'un d'entre vous, plus audacieux que les autres, va dire non monsieur, plus rebelle que les autres, va dire non monsieur, cette bouteille est à moitié pleine. S est P'. Et là, un deuxième, enhardi par son petit camarade, va dire non monsieur, cette bouteille, ceci, cela, etc. Et commence la conversation des prédicats autour du même sujet, la bouteille. Nous parlons de cette bouteille, ce qu'on appelle aussi en linguistique le thème de conversation, c'est le sujet dont on parle. De quoi parlons-nous de la bouteille? Quel est le thème de cette conférence? La différence anthropologique. Autour de ce thème, on va multiplier les prédicats. Là, tout d'un coup, je me mets à parler de cette bouteille, et de ce S, on peut dire P, P', P seconde, etc. Et nos prédicats, nos points de vue, vont graviter autour de cette bouteille, ce qu'on appelle la conversation humaine. On tient ici quelque chose de très profondément humain. Nous sommes ces vivants qui commentons le monde en permanence, qui disent quelque chose sur le monde aux autres, dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un, qui discutent parfois violemment, discutere en latin, c'est agiter avec violence, cutere dans le couteau quand même, cutere, c'est violent, et la discussion peut être très violente, certaines discussions politiques aujourd'hui peuvent être très violentes. Discutere, les prédicats s'entrechoquent les uns contre les autres, ça peut être très violent la discussion, l'entrechoc des prédicats. Mais en tout cas, et inversement, une discussion peut être faite. Le commentaire du monde peut être très, très pacifique, c'est ce qu'on appelle la conversation, on échange élégamment des prédicats, et là, il n'est pas question de prendre ça au sérieux, au contraire, celui qui prend trop au sérieux la discussion sort de la conversation, c'est le mauvais coucheur, comme on dit, celui qui a parlé politique, là, on ne parle pas politique, celui qui a tenu à ses convictions, là, au contraire, il faut passer, glisser mortel, n'appuyez pas, comme dit Alain Voltaire, glisse, on n'appuie pas sur les prédicats qui font mal, on ne s'engage pas. Donc, conversation pacifique d'un côté, discussion très radicale de l'autre, et vous avez toute l'ampleur des commentaires humains. Nous multiplions les points de vue sur la chose dont nous parlons. Alors, il faut bien comprendre de quoi il est question lorsqu'on définit ainsi le gosse humain, et d'une certaine manière impropre. On peut assumer qu'il y a quelque chose de propre à l'homme ici. Il n'est pas question de cela dans les communications, ça s'appelle les SCA, système de communication animale. Il n'est pas question de cela, il n'est pas question de langage prédicatif à propos des animaux. Les animaux partagent des informations, c'est très important, communiquent des informations. On a plusieurs cas très connus, les abeilles qui communiquent le lieu du pollen, du butin, pour aller butiner. Il y a incroyablement savante, on le sait depuis pas longtemps, avec Max Frisch, au début du XXe siècle. Les fameuses danses des abeilles en 8, avec une inclination par rapport au soleil pour bien montrer très précisément le lieu du butin. Bon. Ça peut être les fameux singes vervets, vous avez peut-être vu ça aussi, vous allez voir facilement, c'est les singes vervets qui ont 3 cris d'alerte pour 3 prédateurs différents. Donc il y a un certain cri pour l'aigle royal, et donc là tout le monde va se mettre sous les buissons. Un autre cri pour le python, pour le singe python, donc là tout le monde se met sur les pointes des pieds, et puis un troisième cri pour le léopard, et là tout le monde grimpe aux arbres. Donc il y a 3 cris pour 3 actions possibles. Etc. etc. On connaît beaucoup de systèmes de communication animale, qui sont tous des systèmes incroyablement précis sur ce qu'il faut faire. Ce sont des systèmes à finalité pratique.
partage des informations utiles sur ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de commenter le monde. Vous ne pourrez jamais demander à une abeille de dire le temps qu'il fait. Il ne s'agit pas de commenter le monde. Vous ne pourrez pas demander à un singe vervet de dire autre chose que le prédateur. C'est très important. Or, nous, ce que nous faisons du matin au soir, mais du matin au soir, c'est de commenter le monde pour nous-mêmes. De dire ce qui nous semble, de la manière la plus pacifique dans la conversation, de la manière la plus musclée dans la discussion, mais ce qui nous semble du monde dans nos différentes conversations. Alors certes, nous échangeons des informations utiles, heureusement, on est vivant, on a besoin de savoir quel magasin est ouvert, fermé, etc., si on doit apporter le masque, etc., toutes sortes de choses très utiles à faire, parce que nous sommes automates en tant que nos actions, comme on dit, nous sommes des vivants, mais il se trouve que nous faisons un peu plus lorsque nous conversons ou que nous discutons. Et notamment un point très important dans la définition du logos que je vous ai donné, S et P, il ne faut pas rater, le point le plus important, ce qu'on pourrait appeler un acte politique au sens fondamental du terme, le politique, le vivre ensemble. Lorsque je vous montre la bouteille, et que je vous dis que cette bouteille est à moitié vide, que quelqu'un me dit non, elle est à moitié pleine, et qu'on commence à s'empoigner autour de cette bouteille, au-delà de nos différends, au-delà de ces perspectives distinctes, au-delà des différences des prédicats, nous présupposons, et c'est le point important, que nous parlons de la même chose. C'est le point important du langage prédicatif. Le langage prédicatif est animé d'une présupposition, d'une fiction de certaine manière, une hypothèse fictive, mais qui l'anime très profondément. Je fais comme si, vous faites comme si, nous faisons comme si, nous parlions tous de la même chose. Alors même que c'est faux de cette manière. Moi, la bouteille, je la vois d'ici, de près, vous la voyez là-bas, de loin. Moi, elle m'importe bien davantage que vous, parce que je la bois, etc. J'ai peut-être un rapport à l'eau très particulier depuis mon enfance, etc., qui n'est pas le vôtre. Bref, tout sépare notre relation à cette bouteille. On peut être très profondément relativiste ici, n'ayons pas peur, soyons relativistes. Il n'empêche qu'au-delà de ce relativisme, quelque chose qui balaye d'un coup le relativisme, c'est que lorsque nous parlons, nous ne sommes plus relativistes, nous faisons comme si nous parlions des mêmes choses. Le relativisme est vrai, dans une certaine mesure, mais il s'arrête dès que nous mettons à parler. Dès que je me mets à parler, je fais comme si nous parlions du même monde, des mêmes choses. Même si c'est faux parce que tout est relatif, c'est vrai parce que c'est une fiction qui s'impose. On joue ce jeu de la raison et qu'on se met à parler. Et on fait comme si un point d'accord serait possible à un moment entre vous et moi, entre moi et vous, sur la bouteille. On fait comme si une vérité était possible. Nous parlons de la même chose et nous pourrons tomber d'accord sur cette même chose. Et il y a une espèce de fiction ici, qui est propre à tout discours. Ça veut dire que fondamentalement, dès qu'on se met à parler, le centre, ce n'est plus chacun de nous, c'est plus chacun pour soi. Le centre, c'est la chose dont on parle. Le logos, le langage prédicatif, nous décentre à nous-mêmes. C'est la bouteille qui va juger nos paroles. C'est pas chacun, en tapant du poing sur la table le plus fort possible, avec sa puissance de vivant, qui va dire non, moi j'ai raison. Non, mais c'est pas ça. C'est un moment où il n'y a pas photo. La bouteille, voilà, c'est elle qui dit la vérité ou la fausseté de nos différents jugements. C'est elle que nous regardons. Si je vous dis regardez le vidéoprojecteur, vous le regardez tous en même temps que moi, et je vous dis il est blanc, je ne peux pas vous raconter de bêtises là-dessus. C'est lui qui juge nos paroles. Vous voyez ?
Là, il n'est plus question de chacun concerné par soi. Il est question d'une chose qui est au milieu de nous et qui nous juge. Donc le parler humain, fondamentalement, nous décentre à nous-mêmes. Nous fait tous regarder la même chose en même temps. Et c'est cette chose qui est le centre. Vous voyez, il y a là un acte très profondément désanimalisant de ce point de vue-là. Très profondément désanimalisant. Et je vous l'ai dit, en termes de topique, en termes d'espace, nous sommes comme tout vivant centrés sur nous-mêmes, et bien le langage nous décentre à nous-mêmes. Nous fait graviter autour d'une chose qui est la chose commune. Ça change la donne. Je vais vous raconter comment vous êtes mis à parler. Vous n'êtes pas mis à parler à 18 mois, comme vous pouvez le croire. 18 mois, c'est le moment de la... Quand je pose la question à mes étudiants à la fac de savoir à quel moment on apprend à parler, j'ai des réponses un peu folles. Parfois, j'ai 7-8 ans. Parfois, ils s'aperçoivent qu'ils ont une bêtise, donc ils disent plutôt 6 mois. Donc je ne pas non plus. C'est 18 mois le moment, une espèce de courbe de Gauss, comme ça, avec, à 18 mois, c'est vraiment ce qu'on appelle l'explosion lexicale. C'est à ce moment-là que les enfants apprennent tout d'un coup plein de mots. Vraiment beaucoup de mots, à 18 mois en gros. Et c'est une courbe de Gauss, une courbe en cloche, c'est-à-dire que c'est un peu avant, vous avez les gamins plus parlants, en quelque sorte, qui doués, si je puis dire, qui vont apprendre déjà, puis un peu après, les plus lents, etc. Mais en réalité, le langage s'apprend un petit peu avant, et ça change tout. Que se passe-t-il avant 18 mois? En gros, entre 6 et 18 mois, autour de 12 mois. Plutôt 9 mois pour les filles, 13-14 pour les gars. Ils sont toujours un peu en retard par rapport aux filles. On va dire 12 pour être classique. 12 mois. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui apparaît à ce moment-là, ce qu'on appelle l'attention conjointe. L'attention conjointe. Joint attention. C'est un comportement que j'ai beaucoup étudié parce qu'il me semble très anthropogène, enfin très humanisant, et qui prépare l'entrée dans le langage. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que le petit homme qui, au départ, est plutôt centré sur lui-même, qui prend les choses pour lui, qui construit ses petits circuits sensorimoteurs, qui apprend à prendre les choses, et puis à les mettre à la bouche, etc., qui a en face de lui des visages avec lesquels il résonne, comme on dit, émotionnellement, donc le visage en face de lui sourit, se met à sourire, etc. Bon, il est tout entier en lui-même, dans ses propres émotions, ses propres besoins, etc. Et puis il y a un moment où il va se mettre à échanger avec la personne d'attachement, avec sa mère, une chose. Il donne le verre à sa maman, il dit ah, le verre, il prend le verre, le verre. Il regarde le verre comme étant vu par sa mère en même temps que par lui. La chose est une chose commune entre lui et sa mère. C'est pas sa chose à lui, tout d'un coup, il la regarde un petit peu à distance comme étant celle que la maman peut manipuler en même temps que lui. La chose se détache de lui comme étant celle des autres en même temps que la sienne. Il y a en particulier un geste très important qui s'acquiert justement à ce moment-là, pour les 12 mois, qui est le geste de pointing, de désignation. Montrer du doigt une chose. Geste ô combien humain. Consiste à montrer une chose en disant, alors le gamin montre le verre en disant alors la maman montre le verre en disant oui, verre. Et vous voyez, il montre du doigt et il regarde la chose comme étant vue par elle, en même temps par lui. Attention conjointe, attention partagée. Ça veut dire que se met en place à ce moment-là, à la faveur de ce qu'on appelle ces épisodes d'attention conjointe, à la faveur de ce geste de désignation, il donne un monde commun. Un monde qui n'est plus uniquement mon monde, mais le monde de tous en même temps que le mien. Et ça prépare à l'entrée dans le langage. Un gamin qui aura passé beaucoup de temps à interagir avec ses parents, dans des épisodes d'attention conjointe, apprendra d'autant plus vite, à 18 mois, et une corrélation très stricte entre le volume des épisodes d'attention conjointe et le volume lexical qui s'apprend autour de 18 mois.
corrélation mathématique, vraiment. Inversement, un enfant placard, hein, qu'on a laissé devant ses écrans, dans la téloche, ou tout seul, dans le cadre, sans interaction, apprendra très mal à parler, très mal, très peu de mots, très laborieuse. Comme si le fond du parler humain, c'était cette socialisation, hein, ce commun du « de quoi parle-t-on ». Nous parlons de cette chose, nous la regardons en commun. Comme si le fond du parler humain, c'était cette socialisation, cette attention conjointe. C'est-à-dire que nous parlons de la même chose. Nous avons une chose en commun et nous multiplions les prédicats au problème. Ce que j'appelle une définition politique, dans un sens très basique, hein, le vivre ensemble, hein, le commun, définition politique du parler humain. Le parler humain, le logos, c'est fondamentalement un acte politique, un acte qui communautise, hein, qui met en commun les choses du monde. Vous remarquerez que les conversations humaines sont souvent très répétitives d'ailleurs. Hein, l'alibi, c'est d'échanger des informations, mais souvent on sent que le fond de l'histoire, c'est d'être ensemble. On parle du temps, il n'y a pas d'objet plus consensuel que le temps, où les hommes politiques, hein, on est tous d'accord contre eux, etc. Bon, c'est une façon d'être ensemble, de viser les mêmes choses en commun. Et on répète, et on répète, et on répète. Vous voyez ? Il n'y a pas que le contenu informationnel, il y a justement cet acte social fondamental, hein, voir ensemble les mêmes choses, hein, qui anime les discussions. Et on répète, parce qu'on est content de voir qu'on parle des mêmes choses. Ce voir en commun, cette idée du monde commun, il ne faut pas le sacraliser comme une espèce de propre métaphysique. Hein. Je vous ai décrit des comportements, une essence humaine, hein, fondamentale, comme ça, au sens métaphysique, qui serait en nous de toute éternité. D'abord, nous sommes d'art humain, nous savons que là, nous n'avons pas toujours été humains, donc l'humain s'est construit hein, au nom d'une histoire très complexe, buissonnante, avec différentes espèces, hein, néandertales, etc. Donc, il y a un moment où on aurait pu disparaître, hein, ça s'est joué à peu de choses, hein, la population humaine était réduite à peu d'individus. Donc quelque chose de très contingent dans notre humanité, hein, qui écarte l'idée d'une nature humaine à tout jamais. Mais il y a quand même, on peut considérer qu'il y a des comportements humains fondamentaux qui se sont stabilisés de manière institutionnelle, au sens où il y a des institutions qui portent l'attention conjointe, qui portent le logos. Le langage prédicatif, l'attention conjointe, ça s'apprend. On peut être plus ou moins dans le commun. On peut être plus ou moins dans l'échange, dans la curiosité, dans l'ouverture aux autres. Et ça peut se perdre. Quand vous allez dans un musée, il y a des tableaux avec des cadres. Le cadre, c'est une institution, c'est une façon de dire, regardez, nous regardons tous à l'intérieur du cadre. C'est une institution d'attention conjointe. La scène, la salle s'éteint, la scène s'allume, on regarde tous dans la même direction les mêmes choses. C'est là encore une institution qui fait de l'attention conjointe. Le socle de la statue, etc. Le langage, évidemment, est une institution qui n'est qu'une institution, qu'un dispositif social qui peut se perdre aussi. On peut parler d'un certain nombre dans un monde de curiosité pour l'autre point de vue, pour la conversation humaine. Tout ça, c'est très fragile. Mais le fait que ce soit fragile et contingent n'empêche pas que ce soit quelque chose de propre à l'humain, hein, et qui mérite du soin. Je vais juste terminer par une considération rapide, je pense que je vais vous parler. Non, c'est bon. Non. Oui, c'est bon, 54 minutes. 54 minutes, c'est ça. 5 minutes. 5 minutes pour un peu de morale. Non, je voudrais juste vous montrer, parce que là, j'ai joué un jeu grec assez. J'ai distingué quand même assez fortement par le logos, par le langage prédicatif, l'humain des animaux, en montrant que c'est une vision plus différenciante, spécifiante de l'être humain à partir du langage prédicatif, pour montrer que la sentience n'est pas forcément tout, hein, c'est pas l'alpha et l'oméga de la humanité, nous sommes des êtres sensibles, mais nous sommes aussi